je m'appelle Tidiane. Je suis né le 8 août 1921 à Tambacounda. Et j'ai fait l'école régionale de Guinguinéo d'abord. Et ensuite, je suis allé à Kaolack où j'ai passé mon brevet. J'ai été élevé par mon oncle que j'appelle mon père, qui s'appelle Samba Dieng, qui était chef de gare au chemin de fer. Et tout ce que j'ai eu, c'est grâce à lui. La famille Mayacine Dieng. Alors, cette famille-là, je pense, vient du Cayor, déjà d'abord. Le plus vieux que je connais, c'est Al-Baba Dieng, c'est le principal que je connais, qui est le père de Mayacine Dieng. Et qui partait, en ce temps-là, il y avait à Médine, au Soudan français qui était, ça s'appelait Médine, et il y avait des Saint-Louisiens qui étaient partis, il y avait des personnes qui s'appelaient, c'était petit, mais je me souviens de tous les noms, Aladji Demba Diop, il y avait le père de Lamine Gueye, l'ancien qu'on connaît bien. Ouais. Il y avait un qui s'appelait Papa Ndiaye. Et mon grand-père Mayacine faisait le trafic, allait chercher l'or pour revendre au Saint-Louis et tout ça. Et ils sont partis, ils se sont installés là-bas. Cette famille de Saint-Louisiens, un groupement de Saint-Louisiens qui avait des comptoirs à l'époque. J'étais tout petit et je m'en souviens encore. Alors, donc, j'ai travaillé aussi au chemin de fer. Et comme il était chef de gare, j'avais appris l'alphabet morse. Je savais très bien l'alphabet morse. Et je suis rentré donc au chemin de fer comme adjoint du district de Kaffrine, qui s'appelait M. Bouli, qui a été mobilisé en 1939. Et comme j'étais son adjoint, j'ai pris la direction du district. À la suite de quoi, j'ai été appelé, comme je suis de la classe 1941, on n'a pas été appelé en 41, on a été appelé en 1942. Et à la suite, j'ai été dans les transmissions, j'ai fait les stages des transmissions, où j'étais nommé première classe parce que j'étais un des meilleurs manipulants. Même avec les Toubabs qui étaient avec moi, c'est moi qui leur apprenais l'alphabet morse. Et après quoi, on est parti. Donc, on nous a engagés pour partir dans l'armée. On était sur l'armée de libération. Et je me suis engagé. J'ai demandé à mon père, lui qui avait fait la guerre 14-18, je lui ai demandé si je pouvais m'engager. Il m'a dit, ben, moi j'ai fait 14-18, je suis revenu. Il dit, Dieu merci. Si Dieu le veut, peut-être tu reviendras. Alors je me suis engagé pour la durée de la guerre. Moi, je suis né il y a longtemps. Je suis né à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, le 13 juin 1927. Bon, ben, je fais pas grand-chose de spécial pendant que j'étais petite. Je suis allée à l'école, je suis au brevet élémentaire. Mes parents étaient de nationalité italienne. Italienne. Ah, de nationalité italienne? Oui, oui. Ils n'étaient pas des Français? Ben, c'est-à-dire que Ils sont sa nés mère, italiens. ils sont nés, sa mère était française, mais raconte-moi. Bon, mes grands-parents étaient italiens. Mon père était en Italie. Ma mère, je ne sais pas par quel concours de circonstances, est née en France. Mais ses parents ne voulaient pas qu'elle soit française. Ils l'ont amenée, ils l'ont déclarée en Italie. Donc, elle était italienne. Ils se sont rencontrés. Ils sont venus travailler en France parce qu'en Italie, il n'y avait pas de travail. Et ils se sont mariés. À la suite de ça, je suis née, moi, en 1927. Donc française. Et française, puisque mes parents avaient été naturalisés français, avaient acquis la nationalité française, parce qu'ils savaient que leur situation serait meilleure en France qu'en Italie. Sûrement qu'à l'époque, c'était comme maintenant, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de... Mon père était maçon, travaillait dans les travaux de maçonnerie. Ma mère était femme de ménage. Et puis, le temps a passé, ils ont acheté, enfin, ils n'ont pas acheté. Ils ont eu un commerce. Oui, ils étaient gérants dans un commerce d'alimentation. Moi, j'étais petite, j'allais à l'école. Ils ont travaillé dans ce commerce quelques années. Ma mère travaillait dans le commerce. Mon père continuait à faire de la maçonnerie. J'ai grandi.
J'ai grandi, on était pauvres, on n'était pas riches, mais je manquais de rien. J'étais pas malheureuse, j'allais à l'école, j'aimais beaucoup ça. J'avais plein de copains, pas de copains, non. Il y avait pas de copains. À l'époque, les copains, ça n'existait pas. J'avais plein de copines. Le temps a passé, mais j'étais très heureuse. Moi, j'ai eu l'âge, enfin, j'étais dans un groupe où c'était des originaires, on nous appelait les originaires. Hein. On avait un peu le titre de français. D'ailleurs, moi, quand on était à Thiès, dans les transmissions, j'habitais dans, comment ça s'appelle, avec les Toubabs. On est parti en Afrique du Nord. À la suite de quoi, on a été en Algérie. De l'Algérie, on a débarqué en Corse. De la Corse, on a fait la libération de l'île d'Elbe. Pendant 52 heures, on a enlevé les Allemands et les Italiens qui étaient sur cette île. On a rembarqué à l'île d'Elbe pour la Corse. Et de la Corse, on a fait la préparation pour le débarquement en Provence. Donc j'ai participé à la libération de La Valette, Toulon, etc. D'ailleurs, entre parenthèses, à La Valette, j'ai eu le diplôme d'honneur de la ville, ayant participé à la libération du pays. Et de Toulon, on est parti dans la vallée du Rhône pour monter au front. Et cet hiver-là, il a fait un hiver très vigoureux. Nous nous sommes battus jusqu'à Belfort. Et de là, ils ont fait le blanchiment de l'armée. Remplacés par des jeunes soldats, les jeunes recrutés ou des jeunes engagés qui nous ont remplacés sur le front. On nous a descendus sur la Côte d'Azur en attendant que l'hiver soit terminé. Et on a été à Fréjus, à Nice, à Grasse. Et c'est d'ailleurs à Grasse que j'ai connu ma femme. J'étais donc secrétaire du major. Elle était comme civile, c'était un dactylo. On avait nos bureaux face à face. Et en ce temps-là, à la libération, il n'y avait pas beaucoup de distractions. Il n'y avait que les balles. On allait d'un bal à l'autre. Et c'est là que j'ai connu ma femme. Il y a eu la guerre, bien sûr, mais bon, la guerre, c'était pour tout le monde. Hein. J'étais très heureuse. J'ai beaucoup eu d'amis, beaucoup. J'étais très bien, jusqu'au jour où je l'ai rencontré. Ah bon, le jour Non, mais non, c'est Ah d'accord, d'accord. Ça, je parle de mon adolescence. Oui, bon, un jour est arrivé où l'adolescence se terminait et nous nous sommes rencontrés. Ben là, ça a été euphorique parce que c'était les meilleures années de notre vie. Oui. C'était la libération, il n'y avait plus d'occupation, on mangeait à notre faim, on s'amusait partout. Les gens étaient heureux partout à l'époque. Tout le monde. Mais si vous saviez les chaussures qu'on a pu user dans le bal, ce qu'on a pu s'amuser, ce qu'on a pu être heureux ces années-là. Et puis un beau jour, moi je ne pensais pas que en ce temps-là, nos amis avec qui on allait danser, c'était Ibrahima, Claude Baba et Sek Hassan. Mais tout le monde s'amusait, tout le monde dansait. Alors moi, j'avais pas le droit. On allait danser ensemble. J'avais pas le droit d'aller le soir. On a passé des babas. J'avais pas le droit d'aller sortir le soir toute seule. Ah ouais. Ma pauvre mère venait avec nous au bal. Alors toutes les mères. Hein, il y avait des sièges tout le long du bal et les mères étaient là et attendaient patiemment que le bal se termine pour qu'on rentre à la maison. Vous vous rendez compte de la patience qu'elles avaient? C'était comme ça. On ne sortait pas seul, on n'avait pas le droit de sortir seul, c'était pas correct. La guerre était finie, on avait beaucoup souffert de restrictions. Pendant des années, à Grasse, où j'habitais, on n'avait pratiquement rien à manger. Ça a été très très difficile. Je me souviens que mes parents achetaient, on avait droit à un tout petit morceau de pain chaque jour et ma mère faisait des rations pour que chacun puisse manger à peu près correctement. Ça a été très très difficile. Mais c'était rationné à l'époque, hein. Après la guerre tout de suite, tout était rationné. Il y avait les plus jeunes qui avaient des parts de pain, les plus âgés un peu moins, etc. quoi. Ça a été très difficile, la libération, il y avait la pénurie partout. Nous, à Grasse, nous avons moins souffert de la guerre parce que nous n'avons pas eu de bombardement, nous n'avons pas eu tellement d'occupation, mais par contre, nous avons été une région où il y avait le moins à manger.
Alors, quand on est descendu du front, le ministère des troupes coloniales a demandé à certains d'entre nous si on voulait faire le groupe théâtral aux armées. Et dans ce groupe théâtral se trouvait Hassan Sek, qui est devenu ministre, je pense, ici. Ministre de la Culture. Il y avait Wad Fodé, il y avait Seki Samalé, il y avait Bonner Jean-Baptiste, on était nombreux, il y avait même des Malgaches aussi avec nous. Le groupe théâtral a été dirigé par le lieutenant Sogolo, qui est devenu président de la République de je ne sais plus Du Bénin. Du Bénin. Hein. Pour ma démobilisation, ça n'a pas été très facile, parce que quand on a déposé des demandes pour être démobilisé, je suis allé, on avait un congé, je suis allé voir ma fiancée, à Grasse. Quand je suis revenu, on nous avait considéré comme, on m'a presque considéré comme bon absent. Parce que la caserne ne savait pas qu'on faisait partie du groupe théâtral, que je faisais partie du groupe théâtral et que j'avais fait ma demande. Mais ma demande n'a jamais été... on n'a pas remis ma demande en haut lieu, c'est-à-dire ce qui était chargé de nous faire démobiliser. Et on m'a embarqué avec d'autres gars qui étaient là, qu'on considérait comme bon absent. Et dans le train, c'est mon ami Bonner Jean-Baptiste qui m'a dit, écoute, toi tu fais partie du groupe théâtral, ces gars-là, c'est des gens qui ne voulaient pas partir, et si tu restes avec eux, on va t'enfermer, et tout ça. Et quand on est arrivé vers Marseille, il m'a dit, tu descends là, et je suis descendu, et je suis parti à Paris, auprès de Soglo, justement, pour lui dire, j'avais fait ma demande pour faire l'école centrale, et je ne sais pas où en est ma demande, on me considère comme si j'étais bon absent. Or, j'avais une permission en attendant de nous faire inscrire aux écoles. Et là, je viens vous voir. Et de là, on m'a donné tout de suite, on a fait un avis comme quoi m'en faire démobiliser immédiatement. Et on m'a envoyé à Marseille, et Marseille, on m'a fait mon acte de démobilisation. Il a raconté qu'il a failli être mis en prison parce qu'il ne voulait pas partir et qu'on voulait le faire partir. Et pendant ce temps, moi je pleurais parce que j'avais peur qu'il parte. Puis tout s'est arrangé. Il a demandé à mes parents. On s'est mariés à Grasse le 14 août 1947. Ce qui va faire donc 65 ans. Je dis ça, mais j'y crois pas. Hein. Il me semble que je ne parle pas de moi en ce moment, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir tant vieilli. Et pourtant. C'est là que j'ai rempli ma feuille. Et je voulais continuer à l'école centrale de TSF pour être pilote, pour être radionavigant. Donc je me suis fait inscrire à l'école centrale de Paris. Et de là, bon, ne connaissant personne, j'ai eu un ulcère l'estomac après les deuxième année, troisième année de cours. Et j'ai été obligé donc d'abandonner les cours du jour et je faisais le cours du soir et j'ai essayé de me débrouiller dans la journée pour travailler, pour gagner un peu ma vie. Et de là, je suis retourné à Grasse où j'ai connu ma femme. Nous nous sommes donc fiancés et mariés. J'ai demandé sa main à son père qui a bien voulu, ses parents ont bien voulu. Ils étaient commerçants et ils n'ont pas fait d'histoire. Ils ont dit que si leur fille sera heureuse avec moi, eh bien je peux l'épouser. Et même ma femme, quand on était à la caserne et qu'on était fiancés, il y a les petits toubaves, les petits blancs qui disaient si vous vous mariez avec cet homme-là, quand il va partir en Afrique, il va vous vendre contre un troupeau de chèvres. Et de là, on s'est mariés, on est parti à Paris. Elle a été à la banque, de la caserne en gestion, elle est rentrée à la banque, à la Société Générale. Elle a eu sa mutation à Paris. Et ben, entre-temps, j'ai quitté donc l'école sans avoir mon diplôme, bien sûr, mais je connaissais pas mal de choses. Et je suis rentré dans une société où on fabriquait du matériel électronique. Dans cette usine-là, j'ai travaillé. Ensuite, je suis rentré dans une autre société qui fabriquait des centraux téléphoniques. Et là-dedans, comme j'avais fait l'école centrale, je m'occupais du contrôle de tout le matériel qui sortait de cette usine-là. Et de là, bon, la vie a continué. J'ai changé une ou deux fois de place et finalement j'ai trouvé une autre place.
où j'étais très bien jusqu'à la fin de ma carrière. Parce que moi j'ai eu du chagrin de quitter ma ville natale. J'étais si bien à Grasse, j'étais si heureux, j'avais vécu tout le temps au même endroit. Partir à Paris, mais à ce moment-là... Et dans des conditions, parce que Paris en ce moment-là, c'était après-guerre, hein. Il y avait le pénurie de tout. Oui, Il n'y avait rien. On a vu construire Paris. Hein. On a tout vu Paris depuis 1945, donc depuis la libération. Oh, enfin, tout on a tout vu, toutes les constructions qui sont faites. Pas la Tour Eiffel, quand même, elle était déjà construite. Pas la Tour Eiffel, elle était déjà... Ah non, pas la Tour Eiffel. La gare Montparnasse, on l'a démolir, on l'a construire. La Défense, on a... Mes dernières années de travail, ça a été dans le sous-sol de la Tour Montparnasse. La banque était là-bas? Oui. La Société Générale avait un bureau. Une agence, là. Une agence. Alors, il y avait un niveau sol et puis un niveau sous-sol. Elle a travaillé là-dedans jusqu'à la fin. Elle a fini fondé de pouvoir. Oui, j'étais très très bien. J'ai toujours eu de bons directeurs. J'ai toujours eu... Moi, j'ai terminé comme inspecteur dans la société où j'ai. On a eu beaucoup de chance. J'étais attaché à la direction. On a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance. Si on en a bavé avant, mais la fin, ça a été très bien. Ça a été bien. Oui. C'est ce qui compte. Nous avons passé nos 7 premières années de mariage dans des conditions très difficiles. Nous avons vécu dans des petites chambres, toutes pas minables, mais presque. Et puis après, les choses se sont arrangées. On nous a donné un logement. On a travaillé, ça, on a travaillé, on n'a pas arrêté de travailler. D'ailleurs, entre parenthèses, quand j'avais fini donc l'école centrale, j'avais demandé pour vous revenir au Sénégal. En ce temps-là, il y avait un gars qui s'appelait... comment il s'appelait? Il était directeur, je ne me rappelle plus de son nom. Et j'ai fait une demande, et on m'a répondu à ma demande qu'ils me prendraient comme ingénieur à élève, ou quelque chose comme ça, un ingénieur... Sherfal, il s'appelait Sherfal. C'était lui le patron des télécommunications. On m'a répondu qu'ils me prenaient comme ingénieur, enfin un nom comme ça, ils m'ont donné un titre quelconque. Et j'avais un salaire qui correspondait à la moitié du salaire d'un secrétaire ici. Et c'est mon ami, Ibrahima, qui m'a dit, mais il se fout de toi. Ce salaire-là, ma secrétaire gagne mieux que ça. Et c'est pour ça que je ne suis pas venu. Je ne suis pas revenu au Sénégal. On a fait notre travail sérieusement, on aimait notre boulot, tout le monde nous aimait. J'allais partout, hein, dans les ambassades, j'avais la haute clientèle. Et quand il y avait le salon de l'aéronautique, c'est moi qui installais tous les centraux du salon. Tous les 4 ans, il y avait le salon du Bourget. Et j'avais la chance d'avoir quelqu'un qui gérait cette chose-là. Et ma société faisait tout. J'avais donc une équipe d'une trentaine de gars, des monteurs, des techniciens et tout ça. Et j'ai beaucoup de stands du salon de l'aéronautique. C'est moi qui l'ai installé pendant le salon. Bon, à quelle fois nous avons eu des bons patrons. Ah oui, oui. À la banque, comme partout, la retraite, c'était 60 ans. Ah oui. Quand il est arrivé à 60 ans, moi, j'en avais 54. Il me fallait encore travailler 6 ans. Je suis allé voir mon patron, je lui ai dit, moi, je ne peux plus. D'abord, j'étais très malade longtemps, mon mari s'arrête, je ne peux plus continuer à travailler, alors tant pis, j'arrête, et puis je n'aurai pas de retraite, on vivra avec son salaire. Eh bien, mon patron s'est débrouillé pour que je puisse partir à la retraite à 56 ans en conservant mon salaire. Très bon souvenir de mes premiers voyages au Sénégal. D'abord parce que nous avons été reçus à Koungheul, à la gare, où son père était chef de gare. Moi, tout le monde était à mes petits soins, là. Très gentil. J'aurais voulu la lune, je crois qu'on serait allé me la chercher. C'était... Vous voyez, par rapport à maintenant, moi je préférais ce temps-là. Ah oui. Il y a beaucoup de changements de ce temps-là maintenant, vraiment. Puis son père était tellement gentil avec moi, aux petits soins. Je n'avais pas encore parlé, qu'on m'avait déjà donné ce que je voulais. Je ne sais pas, j'ai un très 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 bon souvenir. En plus,
Moi, j'ai peur de l'avion, hein. J'ai très peur en avion. Et à ce Et on moment-là, venait nous en venions en bateau. bateau. On venait en bateau à chaque fois. Ça durait 5 Oui, jours. 5 jours. 5 jours, On avec a des fini par escales. connaître tous les employés du bateau. Et Là. puis même on les était reçus à voyageurs. bras ouverts quand on venait. Ah, c'est intéressant. Même les voyageurs. En Même les 5 voyageurs, jours, on oui. arrivait à se connaître. Ah, oui. On arrivait à jouer aux cartes ensemble. C'était vraiment formidable. C'était long, mais c'était très très agréable. Et puis, on me colle dans le train toute seule. Ouais. Et puis on me dit, mais je dis oui, mais j'ai pas de billet, j'ai rien. Non, mais quand on est parti pour la première fois au Congo. Quand on est arrivé. Ou les vélos, vous passez sur la tête là. Ah non, ça c'est quand on a été à Tambacounda, voir mon frère qui était à Tambacounda. Mais quand on est arrivé, qu'on partait à Kungel, Oui. la nuit qu'on roulait, Oui. on roulait toute la nuit, que tu te disais bien où je vais. Et Oui, pour la bon, première ça, fois que tu oui, viens au oui, Sénégal, bien sûr. Puis qu'il y avait des grenouilles en arrivant. et qu'il y avait des grenouilles, il avait allumé le grand phare. Alors tout le Sénégal, toute la famille était venue nous rejoindre. Mais il y avait cette année-là des grenouilles, c'est pas croyable. Ça nous sautait partout dans les gens. On tapait dans les grenouilles, c'est pas croyable. Alors il avait peur, bien sûr, il avait jamais vu des Peur, choses comme c'était le ça. grand hein. mot, mais bon, c'était un peu surprenant quand même. Oui, ça c'est la fois, je suis descendu à Guinguinéo et les vieux, on devait aller à Kaola pour voir Moussa Gueye, mon beau-frère, voir Moussa. Et donc, il a pris le train à Kouguel. Mais pourquoi tu es descendu, toi alors? Moi, je suis restée seule. Pour aller voir la famille à Kouguel, à Guinguinéo. Ah, et moi, non, je Alors suis toi, tu as continué à sur Kungol, sur Kaolack, et bon, dans le train, le vieux a dit, bon, puisque tu leur diras, je suis la fille de Sabadienne. J'ai passé un mauvais moment. Mauvais moment. Alors, elle n'était pas tranquille, bien sûr. Alors, moi, je suis descendu à Guinguinéo, elle est la quotidienne, et Moussagé l'attendait avec Baguette, l'attendait à l'arrivée. Alors, le contrôleur est passé. Le contrôleur est passé. Il m'a regardé d'un air bizarre. J'avais rien, ni billet, ni rien. Je lui ai dit, je suis la fille de Sambadien. Il m'a encore regardé un petit peu. Mais il n'a rien osé me dire, il m'a rien demandé. Il est parti. Mais vraiment, je n'étais pas fière. Hein. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il doit penser de moi? Qu'est-ce qu'elle fait, celle-là, là, toute seule dans ce wagon? Et elle me dit qu'elle est la fille de Sambadien. Voilà. Je ne me souviens pas avoir été aussi mal à l'aise que ce jour-là. Hein. Remarquez, on n'était pas à Dakar à l'époque. Hein. Ça aussi, c'est différent. On était à Kungel, la vie est sûrement pas la même, Mais on était bien, mais on était très bien reçus et tout. Et Dakar, en ce temps-là, c'était une belle ville. C'était propre et tout, mais quand on va à Dakar maintenant, qui construit beaucoup, il y a énormément de constructions, mais un peu partout, là, on en voit partout. Et entre les belles constructions, le beau bâtiment, il y a de la saleté partout, c'est vraiment dégradant. Moi, je trouve que Dakar a beaucoup Vraiment, changé en mal. on est beaucoup déçus à cause de ça. En mal. C'est pas propre. On a été à Bourg, on venait en vacances à Sali. Eh bien, on a été voir là où mon frère était. Quand on est revenu, on a mis 6 heures debout à Dakar. Ça, Là, c'est vraiment, peut-être exceptionnel aussi. C'était exceptionnel, mais alors la circulation épouvantable, c'est pas croyable. C'est pas croyable. Oui, moi j'ai été très très malade. J'ai passé des périodes, et lui aussi encore plus peut-être, très très difficiles. J'ai été hospitalisée pendant des mois et des mois et des mois. Et bon, ben, il a eu beaucoup de peine parce qu'il fallait qu'il se débrouille tout seul. Le souci de la santé, le souci de tout. Le week-end à Paris, quand j'avais fini le travail, je faisais un saut pour aller la voir là où elle était à 500 km de là. Je suis restée en sanatorium, je suis fois restée 9 mois en je sanatorium. pouvais, j'y allais. Voilà. Et puis on a vécu notre vie, on s'est entendu, on n'a jamais eu de problème. En 1987, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une pancréatite aiguë. Pancréatite aiguë, non. Oui, mais c'est grave, c'est assez grave. C'est une maladie dont en principe on n'en réchappe pas. Ah ben moi, le bon Dieu, il n'a pas voulu de moi. Et puis après 5 mois d'hôpital, 3 interventions chirurgicales, ben voilà, j'en suis sortie, mais tout le monde ne s'explique pas comment j'ai pu en sortir. C'était quelque chose qui n'était pas prévu. On lui a dit d'ailleurs que c'était... C'était grave. D'ailleurs, le médecin m'avait dit, c'est fini, c'est terminé, elle est dans le coma, je ne peux plus rien faire. On a eu la chance
Justement, avec mes camarades anciens combattants, notre président connaissait un professeur. Il a téléphoné au professeur en disant, j'ai un ami, notre ami Dieng, sa femme est très gravement malade, elle a été opérée 3 fois de suite. Hein. Non, là c'était 2 fois. 2 fois de suite. Et voilà, c'est pancréatite. Le médecin qui l'a opéré est désespéré. Il a dit, vous direz à M. Dieng que j'ai fini mon travail, mes opérations. Il était professeur à Nice, dans un très grand hôpital, l'hôpital Pasteur, qui est le plus grand hôpital de Nice. Il était donc professeur là-dedans. Et comme il m'a promis, donc sa secrétaire m'a téléphoné chez moi en me disant, le professeur Richelme vous demande de le rejoindre à Grasse, à la clinique où votre femme est opérée. Il viendra ce soir. Effectivement, il a fini son travail, il est monté à Grasse, qui était donc à une quarantaine de kilomètres. Il est allé directement à la clinique. Et il se trouvait que dans cette clinique-là, le docteur qui était un bonarien, a été un de ses élèves. Il est rentré dans son bureau, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, mais ce n'était pas vraiment à l'honneur de ce monsieur-là. Alors il est monté, il a vu ma femme, il m'a dit, écoutez, monsieur Dieng, on va rapatrier votre femme à Nice, je vais voir ce que je peux faire, parce que c'est assez grave. Alors, ce monsieur-là qui était un bonarien, qui dit, oui, monsieur Dieng, vous laissez tomber, je m'occuperai de tout ça. Alors, je me suis mis à l'engueuler d'une façon, j'ai dit, oui, parce que vous êtes content maintenant qu'elle aille mourir ailleurs. Hein, vous n'étiez pas capable, vous l'avez opéré 2 fois, vous savez bien que vous n'êtes pas capable de faire ces opérations. Au lieu de l'envoyer ailleurs, vous avez insisté. Alors de là, qu'elle a été donc à cet hôpital-là. Et le docteur t'a dit, monsieur Dieng, calmez-vous. Oui, alors le docteur m'a dit, parce que j'étais très en colère, calmez-vous, monsieur Dieng, je vais voir ce que je peux faire. Effectivement, il l'a emmené à Nice. Le lendemain, 3e opération en 2 semaines. Alors, donc, elle a été opérée. Le professeur m'a dit, écoutez, je ne peux pas me prononcer pour le moment, pas avant 15 jours. Effectivement, chaque fois je voulais la voir, tous les jours. Donc j'habitais à 75 km, aller-retour 150 km tous les jours. En voiture, vous venez en voiture. J'allais à Nice. Ouais. Et je m'occupais d'elle jusqu'au soir et je rentrais chez moi. Ouais. Et chaque fois que je venais, je regardais les infirmières, leur faciès, qu'est-ce qu'elles pensaient, pour voir s'il y a quelque chose de grave. On peut lire sur le visage des gens hein, que ça ne va pas. Enfin, je regardais toujours, je guettais, mais il n'y avait rien. Et puis un beau jour, 15e, 16e jour, j'arrive, professeur, sourire comme ça, alors là, j'étais là. Et ça descend. Je suis restée du mois de février au mois d'août, hospitalisée à Nice. Mais j'étais très très bien soignée. Très bien soignée. Vraiment, vraiment. Ouais, on a eu beaucoup de chance, beaucoup de chance. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien